En tout cas, merci de m'accueillir, comme ça, un peu à la volée. Alors, je sais que mon intervention était un petit peu difficile, d'abord parce que j'ai entendu une voix désespérée derrière moi qui a dit, quand on a dit Bentolila ne sera pas là, oh, encore. Donc, il est vrai il est un peu difficile d'accès, mais c'est quelqu'un de passionnant, qui a une surface médiatique que vous connaissez et qui a toujours des propos qui savent passionner la salle. Donc, je vais avoir la difficulté de faire un petit peu aussi bien. D'autre part, il a beaucoup réfléchi sur les sujets qui sont ceux pour vous de cette journée, moi aussi également, mais avec son esprit et ses compétences qui ne sont pas nécessairement les miennes. Deuxième difficulté, lorsque j'ai été sollicité donc quelque part dans mes alpages, entendu la thématique de votre journée, comment faire une bonne école. Alors j'ai tout de suite posé la question, est-ce qu'il y a bien un point d'interrogation à la fin ? Parce que j'étais très inquiet de devoir vous donner la recette et de vous dire que j'avais trouvé la panacée. C'est un sujet évidemment extrêmement étendu et le public que vous représentez l'est tout autant, varié, hétérogène, donc il faudra d'emblée m'excuser si j'aborde un petit peu et tous les niveaux et un petit peu des aspects qui vous paraîtront partir dans tous les sens, parce que j'espère en même temps vous apporter à chacun un élément de réflexion. Alors, lorsque j'ai eu donc cette phrase dans les mains, je me suis inquiété parce que je me suis dit c'est extrêmement large, c'est extrêmement compliqué. Comment répondre à cette question-là? Pardonnez-moi, j'étais en train de regarder si c'était bien moi. Bon, c'est une question extrêmement vaste parce qu'elle est pluridisciplinaire, elle intéresse tout le monde, elle intéresse évidemment les acteurs, les chercheurs, l'enseignement chez nous primaire, je travaille en France, et secondaire et supérieur, puisque je forme mes futurs enseignants et je sais bien à quel point, quand nous abordons ce genre de questions, ils me posent tout simplement la question comment pourrons-nous bien faire? Et d'emblée, si c'est au tout début du cours, je suis très gêné parce que je leur dis je ne sais pas, nous allons y réfléchir ensemble. Cette question renvoie à des domaines extrêmement différents. Je ne pense pas avoir le temps de les aborder tous. Celui de l'adaptation aux attentes locales, nationales, sociales, éducatives, les missions du système éducatif. Une bonne école répond aux missions qui lui sont assignées. Elle répond à la fois à la connaissance des élèves, le diagnostic de leurs difficultés, de leurs besoins, à la relation avec l'apprentissage, les contenus de l'apprentissage, c'est-à-dire les programmes, les connaissances. Ça renvoie par ailleurs à la question de la mise en pratique, donc de la pédagogie. En d'autres termes, ça rassemble d'un trait les deux grands fondamentaux que sont la didactique d'une part et la pédagogie d'autre part. Je suis convaincu qu'un bon enseignant est à la fois un bon didacticien et un bon pédagogue et pas l'un ou l'autre. Peut-être faudra-t-il trouver le bon équilibre selon le niveau dans lequel nous enseignons et auprès des élèves que nous avons. Enfin, nous ne pouvons pas faire l'impasse non plus sur la formation des enseignants. Une bonne école est animée par de bons enseignants, je suppose. Et de ce fait, il faudrait que nous interrogions sur leur formation. J'aurais beaucoup à dire dans ce qui nous concerne en France, mais j'imagine que vous avez beaucoup plus progressé que nous dans le domaine. Ce qui fait que je compte beaucoup sur vous lors de mon intervention pour m'apprendre tout ce avec quoi je vais repartir pour éclairer les esprits de nos futurs enseignants. Enfin, se pose évidemment la question de l'évolution du comportement des parents, dont on dit qu'ils sont de plus en plus des consommateurs, des élèves, dont on pense, et je l'ai entendu à l'instant, qu'ils étaient des zappeurs, des technologies qui nous échappent parce qu'elles évoluent très vite, de l'environnement auquel nous faisons maintenant attention, plus qu'hier. Bref, en entendant tout à l'heure quelques personnes qui parlaient, d'après elles, de la bonne école, je me suis dit qu'elles avaient tout dit et que j'aurais bien du mal à faire mieux. Alors, est-ce que je peux faire mieux ? Lorsque j'ai lu cette phrase, cette sentence terrible, je me suis dit, y a-t-il une bonne réponse à cette bonne question? Je n'ai pas une bonne réponse. Alors comme je n'avais pas la bonne réponse, je suis très vite allé voir chez mes collègues. Et il y a quelques années de ça, 2-3 ans, on m'avait demandé un rapport pour le rapport mondial de l'UNESCO, et c'était un peu la même question, et très vite j'avais expliqué que je ne savais pas faire. Donc on m'avait demandé est-ce que vous parlez du système éducatif, la comparaison des systèmes éducatifs dans le monde. J'avais dit peut-être, et puis finalement j'avais parlé de la différence d'apprentissage en termes de méthodes, les différentes méthodes d'apprentissage dans le monde. Vous voyez que je n'avais pas trouvé la bonne réponse. Donc je me suis dit peut-être que mes collègues ont trouvé. Donc je me suis dit je vais faire en quelques minutes une petite revue de questions et vous expliquer comment mes collègues ont trouvé une réponse. Alors en fait je ne suis pas sûr qu'ils aient trouvé une réponse, mais en tout cas j'ai réussi à les catégoriser en deux. C'est peu. J'ai beaucoup réfléchi dans le train. J'ai réussi à les diviser en deux.
Et je mets de côté les prudents. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui font de la recherche et qui ensuite font savoir quels sont leurs résultats. Ces prudents, je pourrais en citer quelques-uns, Stanislas Dehaene, Franck Ramus, qui sont dans des domaines de la neurobiologie notamment, une science plus récente, disons, et qui aujourd'hui observent les faits et puis vient nous donner des résultats. Et donc moi j'ai assisté à des conférences où j'entendais ces résultats, mais ils sont extrêmement prudents parce qu'ils s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'ils viennent lors d'une conférence sur l'école, ils nous donnent leurs réponses, leurs résultats, mais surtout pas de réponse. C'est-à-dire que si on leur demande « mais comment feriez-vous dans une classe ?», ils nous répondent « ah mais ça je ne sais pas, c'est le problème des enseignants ». Donc je les mets de côté. Je vais parler très vite des deux autres catégories. Les radicaux. J'ai quelques collègues qui sont des radicaux. Alors j'en ai deux catégories de radicaux. Et vous avez des radicaux que j'entends régulièrement et qui nous disent « tout va mal ». En France, tout va mal, il faut donc tout changer. Alors pour moi, je les appelle des poseurs de mine, parce qu'ils nous disent il faut tout changer, mais ils ne nous disent pas toujours comment. Et donc, je suis moi un tout petit peu dans l'inquiétude, et je me dis qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Alors, on pourrait changer les programmes et les contenus, puisqu'après tout, ça relève de la didactique. Donc, on pourrait réfléchir sur les connaissances. Pourrions-nous changer pour avoir une école, alors, bonne ou meilleure ? Je vais revenir un peu là-dessus. Mais enfin, on pourrait peut-être effectivement changer les programmes. Je ne sais pas si les connaissances évoluent, certes, mais les programmes aussi. Et faudrait-il radicalement les changer ? On a essayé chez nous et ça n'a pas marché. Alors on pourrait changer autre chose, on pourrait changer les missions du système éducatif. Changer les missions du système éducatif, ça n'est plus instruire et éduquer, c'est ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Quel est le centre de notre métier ? Et quand je dis de notre métier, je parle des métiers de l'école. C'est-à-dire à la fois ceux qui œuvrent au quotidien auprès des élèves, quel que soit le niveau et quelle que soit la discipline, et puis ceux qui encadrent et qui aident à l'accompagnement d'un travail d'équipe. Comment faire ? Est-ce qu'on peut, de ce point de vue-là, changer les missions ? Personnellement, je n'aurais pas envie de changer les missions, je vais vous dire pourquoi. J'ai quelques collègues qui suggèrent de modifier les pratiques. Changeons les pratiques. On les observe, changeons les pratiques. Personnellement, j'ai quand même pas mal observé ce qu'étaient les différentes pédagogies, et ce, en gros, depuis un peu plus d'un siècle. Et je constate qu'on a beaucoup évolué depuis un siècle. On a proposé de nombreuses pistes dans les pédagogies actives, dans les pédagogies nouvelles, aussi bien dans les pédagogies encyclopédiques d'ailleurs. Et puis, au bout du compte, on a bien du mal à les mettre en application. Moi, je vois des pédagogies actives décrites au tournant de 1920 et qu'on a encore du mal à mettre en œuvre aujourd'hui dans des écoles. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Est-ce que j'ai d'autres pratiques à vous proposer, radicalement différentes de ce qui existerait ? Je cherche. Alors il y a une piste, j'en parlais tout à l'heure à midi, une piste pourrait s'ouvrir qui serait celle d'une modernisation singulière et radicale. C'est-à-dire, par exemple, par les technologies. J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait, dans notre école, nous n'avons pas eu accès très tôt, ou pas encore maintenant, aux technologies actuelles, numériques notamment. Alors j'ai eu l'occasion de réfléchir sur ces sujets, un petit peu, et de voir des pratiques dans des classes avec des outils numériques modernes. Alors je vous passe l'ordinateur, j'en suis au tableau numérique, par exemple. J'ai vu des collègues fonctionner avec des tableaux numériques et je pense qu'on leur avait installé un début d'année, on leur dit tiens, voilà un tableau numérique. Alors déjà, il faut s'habituer un peu à l'utiliser. Et puis, je me suis aperçu avec le temps, parce que je supervisais un petit peu les expérimentations, que certains collègues revenaient au tableau noir. C'est-à-dire qu'en gros, en face du tableau numérique, de l'autre côté, ils avaient réinstallé un tableau avec une craie et un tampon. En d'autres termes, j'ai observé ces enseignants qui, certes, avaient un outil tout neuf, mais qui s'apercevaient très très vite que les élèves usent cet outil comme ils usent le reste, c'est-à-dire que la motivation ne vient pas de l'outil, ou pendant très peu de temps en tout cas, et que par ailleurs la transmission de l'information, de la connaissance, l'accès en fait, se trouve modifié, mais assez légèrement tout compte fait. En d'autres termes, des outils neufs, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Et comment les utiliser ? Ça veut dire toute une formation en fait. Il ne s'agit pas d'installer des outils informatiques partout en pensant que ça y est, ça va révéler quelque chose de neuf. Par ailleurs, on pourrait aller plus loin et je pourrais vous proposer un enseignement par e-learning. C'est très à la mode. Il s'agirait en somme, par exemple, de prendre les élèves et de passer d'une pédagogie collective à une pédagogie individuelle et qui consisterait à dire tu peux rester chez toi du moment que je suis en contact permanent avec toi par ton ordinateur, que je te donne les informations par l'informatique et que tu les reçois, nous échangeons et voilà, je suis passé de la pédagogie de groupe
à la pédagogie individuelle. J'en entendais parler tout à l'heure, quelqu'un disait ce serait bien de pouvoir s'occuper de chaque élève dans la classe, mais il a bien dit dans la classe. Mon interrogation serait, du jour où l'on serait dans un e-learning de ce type, que reste-t-il de la pédagogie? Comment pouvons-nous contrôler l'accès aux informations? En d'autres termes, il me semble qu'aller radicalement, très radicalement, vers un enseignement individualisé de ce type, ce pourrait être aussi mettre fin, après tout, à la classe, mettre fin à l'établissement et peut-être au métier d'enseignant. Mais je ne me sens pas le courage de développer plus. C'est neuf, mais enfin, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Alors, nous avons donc ces radicaux, parce que j'ai entendu des propositions de ce type, ça me paraît quand même faire fi de tout ce qui est l'interaction, le transfert de valeur par l'interaction, faire fi de l'échange et de toute la richesse qui naît de l'échange dans la classe, bref, du présentiel. Il me semble qu'on ne peut pas parler d'une bonne école sans faire appel à ce présentiel, la nécessité du formateur et des apprenants. Car si nous mettions les élèves à la maison, ce ne seraient plus des élèves, ce seraient des enfants. Ils perdraient leur statut d'élève et je crois que l'école perdrait quelque chose dans la perte de ce statut. Alors il y a aussi quelques collègues qui sont extrêmement radicaux, qui vont vous dire tout va très mal et donc il faut surtout ne rien changer. Mieux, il est urgent de revenir aux fondamentaux. Alors, ce sont des collègues intelligents, ils ne vous diront pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre, ils vous diront qu'il faut retourner aux fondamentaux. Alors moi j'entends des discours du genre ça allait mieux avant. Ça allait mieux avant, alors je me suis demandé avant quand ou avant quoi? Et j'ai trouvé une réponse chez une collègue, quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ailleurs et qui est de ma propre université, je veux dire beaucoup de bien d'elle. Elle a fait un travail sur l'orthographe, Danielle Manès. C'est elle qui est à l'origine d'une étude qui avait conduit à dire que l'orthographe s'était perdue et qu'il y a seulement 80 ans, on écrivait mieux qu'aujourd'hui. Donc on a repris la même dictée, vous savez, l'idée c'était, à partir de la même dictée, les élèves produisent-ils plus de fautes ou moins qu'auparavant, c'est-à-dire à l'époque du certificat des études. Ce qui est un peu tronqué, parce que d'abord au certificat des études, tout le monde n'y arrivait pas. Ensuite, on ne faisait pratiquement que cela. Et donc, comme je l'ai entendu assez justement, somme toute, une bonne école certes, mais adaptée à quelle mission, à quels objectifs, avec quels moyens et en fonction de quel programme, etc. Donc, finalement, est-ce qu'on peut comparer du non comparable? Je ne sais pas. Et donc, elle avait daté l'avant à 1920. On peut remonter certainement à l'époque des pétroglyphes, à cette vitesse-là. Donc, je suis un peu perplexe quand j'entends dire qu'il faudrait revenir à avant, revenir à l'apprentissage de la grammaire comme description de la langue, à l'apprentissage des mathématiques anciennes, car les mathématiques anciennes permettent par exemple de faire de bons calculs sur son compte en banque et d'éviter les surendettements, alors que travailler sur les intégrales, sur les dérivés, ça ne permet pas à tout le monde de construire des ponts. Ce genre de discours que j'entends assez régulièrement et qui consiste à dire que finalement, pour faire du neuf, il faudrait reproduire ce qui s'est passé. Pour moi, une bonne école n'est pas une école du passé, c'est une école de l'avenir. Donc, je n'aurais pas envie d'utiliser par ailleurs ce discours-là. Bon, alors, il y a aussi la deuxième catégorie, ce sont les indécis. J'aime beaucoup les indécis. Les indécis, ce sont des besogneux. Je pourrais vous en citer beaucoup. Ce sont ces collègues qui, observant ce qui se passe aujourd'hui, essaient de comprendre ce qui se passe, de faire de nouvelles propositions. Alors elles sont toujours éclectiques, elles partent un peu dans tous les sens, elles n'ont pas vocation à faire une bonne école, mais à rechercher des solutions à une école de demain. Alors j'ai plein de collègues, sauf que, en réfléchissant bien, je crois avoir trouvé à peu près 50% d'entre eux. Donc ils ne sont plus très nombreux, les collègues qui pensent, qui réfléchissent et qui surtout agissent. Alors, en vrac, il y a Jean-Émile Gombert que j'aime beaucoup, il y a Chauveau, que vous connaissez le nom, que vous avez peut-être même vu, il y avait Charmeux en son temps, qui a fait des propositions intéressantes, Claudine Garcia-Deban, qui propose des tas de choses intéressantes sur l'apprentissage de la langue dans toutes les disciplines. J'y reviendrai un petit peu parce que ça aussi, ça me paraît important. Mais des gens comme Bentoulila aussi, qui font des propositions, notamment de dispositifs pour essayer d'aider dans des classes, pour mettre en œuvre de l'expérimentation. Foucambert. Foucambert. Un grand moment de l'apprentissage de lecture, Foucambert. Jean Foucambert a eu de grandes idées. Il était très novateur dans son genre. Il s'est complètement trompé, mais peu importe. À une période, à un moment donné de l'apprentissage de la lecture, il a insufflé un goût de rechercher à nouveau comment apprendre au mieux à la masse des élèves qui arrivaient, on est après 68, et non plus à une élite. Donc il a eu cette idée d'un apprentissage idéologique en quelque sorte. Il avait trouvé des réponses. Bon, il s'est avéré que par la suite, ce n'était pas une bonne idée, mais c'était bien d'avoir essayé.
Philippe Mérieux, qui aurait mieux sa place que moi ici en ce moment. Vous auriez dû y penser, mais sûrement quelque part dans les alpages. Anne-Marie Chartier aussi, et quelques autres d'ailleurs, je pourrais aller du côté des scientifiques, Charpak dans son genre. Si nous n'avions pas la main à la pâte pour réfléchir un petit peu à la question de l'approche scientifique dans le primaire, somme toute, ça nous manquerait. Des gens aussi comme Charnay ou Briciot en mathématiques. Bref, tout un tas de gens qui vous proposent des tas de choses. Je pourrais faire un bottin, sauf que je n'aurai pas fini ce soir ou demain. Donc je vais m'arrêter un petit peu là, sur cette espèce de compilation, qui est une fausse compilation en fait pour dire les choses. Donc je me suis dit, je vais prendre les choses autrement. Je vais reprendre votre phrase et puis je vais la traiter à ma façon. Puisque j'ai rien de mieux sous la main, je vais faire ça. Donc le comment. Parce que j'ai repris les termes de la phrase. Comment faire une bonne école? Comment? J'ai déjà eu des problèmes avec le comment. Parce que comment, c'est le diagnostic, la détermination des objectifs, la réalisation d'un projet, c'est l'organisation des structures institutionnelles qui vont avec. Faut-il les changer ou pas? Quel est le projet éducatif et scolaire? Pratique pédagogique d'équipe. Le comment ne se fait pas tout seul, il se fait ensemble. Donc déjà, ça nous pose des problèmes. La formation, les partenaires, tous ceux qui mettent une pierre à l'édifice, les conditions de réalisation, le développement de compétences, l'apprentissage et l'acquisition de connaissances, le comment, ça convoque tout un domaine. Je me suis dit, c'est trop compliqué, je passe à faire. Faire. Alors faire, je me suis dit, le faire, c'est facile. Je suis à l'aise dans le faire, c'est quelque chose que je connais un peu. Je vais parler de didactique et de pédagogie. Alors je vais parler de didactique, c'est-à-dire je vais vous parler des contenus, de leur programmation, de leur progression. C'est extrêmement important dans la continuité des différents niveaux. Parce que si je dis dans la classe, on s'entend tous. Si je dis dans la progression des différents niveaux les uns après les autres, ça signifie beaucoup plus de complications pour l'équipe pédagogique. Je me suis dit, bon, la didactique, c'est aussi choisir les bons supports, choisir les bons partenaires. La didactique, c'est l'évaluation. Je pourrais vous parler des différents types d'évaluation, comment motiver par l'évaluation au lieu de briser en permanence. Ne pas se trouver avec des élèves qui, par exemple, chez nous, suite à une enquête que nous avions faite, j'avais retenu une phrase prototypique d'élève. Elle m'avait vraiment intéressé, en fait, elle m'a mis par terre. Cet élève qui était en très grande difficulté, je lui avais demandé, mais alors, pourquoi tu viens à l'école, quoi, en gros? Il était au collège chez nous, en 5e. Et il m'avait dit, avant, quand j'allais à l'école primaire, donc chez nous jusqu'au CM2, avant, j'allais à l'école pour apprendre. Maintenant, je viens pour montrer ce que je ne sais pas faire. Évidemment, il était en très grande difficulté, il l'entendait dire en permanence. Mais c'est terrible comme sentence. Il se rendait parfaitement compte qu'il avait des difficultés, mais on lui disait toujours « fais des efforts ». Oui, mais dans quel sens ? Vous pouvez faire des efforts ponctuels à droite à gauche. Si ça ne donne rien, comment s'y reprendre? J'ai beaucoup aimé d'ailleurs de ce point de vue-là une intervention là, très courte qui parlait d'une pédagogie en escalier. Ça, je la ressortirai. Je ne la connaissais pas. Mais effectivement, se fixer des étapes, des objectifs d'étape, ça me paraît déjà plus fructueux. Enfin bon, je me sentais plutôt à l'aise avec la didactique. La pédagogie, je me suis dit, bon, on va diagnostiquer le besoin des élèves, on va choisir les démarches adaptées, on va alterner, on va inventer, on va mettre en œuvre. Ça, je peux vous en parler aussi. Interrogeons nos pratiques. La question, c'est de savoir comment améliorer ces pratiques si nécessaire. Je ne dirais pas améliorer, ça ne me plaît pas. Comment les faire évoluer si nécessaire. Enfin bon, j'ai senti que le faire, il me faudrait un petit peu plus qu'une heure, et en particulier le faire ensemble. Ça, c'est vraiment une dimension qui m'importe. J'ai remarqué que dans les établissements, on a du mal à faire ensemble. Ça n'est pas parce qu'on met une équipe de personnes bien intentionnées autour d'une table que ça marche. Si on attend que ça fusionne, on peut attendre longtemps. Je veux dire, la fusion, c'est bien, mais après ou avant, ça n'est pas facile. Je crois qu'il faut plutôt mettre autour de la table des gens qui sont motivés, qui sont bienveillants et qui ont envie d'avancer. Et puis on partage, et puis on s'arrange, quoi, en grosso modo, mais on s'arrange ensemble. Et quand je dis qu'on s'arrange, pour moi, ça veut dire on orchestre ensemble, et on assume ensemble. C'est-à-dire que je pense à quelque chose que je connais bien, c'est l'apprentissage de la lecture. J'ai remarqué, dans certaines écoles de chez nous, que des enseignants du fondamental, lorsqu'il s'agit d'apprendre à lire, peuvent choisir au sein de la même école des méthodes différentes parce qu'ils les ont adoptées et qu'ils se sentent à l'aise avec. En d'autres termes, un groupe d'élèves va apprendre d'une certaine façon, un autre groupe
équivalent de la même classe d'âge, va apprendre autrement. Et par principe, on les mélange ensuite, au fur et à mesure qu'on monte, ce qui veut dire que nous créons de l'hétérogénéité parce que ces élèves ne développent pas les mêmes compétences. Et j'avais mis les enseignants devant ce qui me semblait être une hypothèse et qu'ils ont vérifié en fait. Et ils étaient assez surpris. En fait, je crois qu'il faut que, au-delà du CP, du CM1, du CM2, de chez nous, on assume l'apprentissage qui a précédé et qu'on ne renvoie pas à « oui mais ça c'était avant, alors vous comprenez, votre enfant a des problèmes maintenant ». On doit, de mon point de vue, prendre en charge tous ensemble, autant que faire se peut, les choix de travail, de méthodes qui seront développées tout au long des années et pouvoir dire à l'année T+3, je sais que votre enfant rencontre telle et telle difficulté, nous pouvons y réfléchir ensemble, je sais d'où elles viennent, nous assumons parfaitement comment nous avons procédé parce que nous pensons procéder au mieux, mais nécessairement, et je l'ai entendu aussi, c'est très juste, tout ne s'adapte pas à tout le monde. Il faudra donc faire des choix. Et de ce point de vue-là, il se peut que parfois, bien parfois, il y ait des difficultés qui naissent et nous essaierons de les pallier ensemble. Mais en assumant, en disant, ben oui, voilà, c'est le groupe. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, donc je voulais l'avoir dit. Donc j'étais au faire, je me suis dit, quand je leur aurais dit ça, je peux passer à une. Alors, une. J'aimais une. Je me suis dit, tiens, une, c'est indéfini. Une école, elle n'est pas encore définie. Peut-être que c'est une école à naître. C'est pas celle qu'on connaît, c'est celle qui vient. Et puis après ça, je me suis dit, bon, alors une, c'est indéfini certes, mais ça pose un problème, c'est une. Une, il n'y en a qu'une. C'est le modèle. C'est le modèle ou le prototype. Enfin, quelque chose qui serait institutionnellement prédéfini, parce que nous pensons que c'est bien, qui s'administre à tous, avec des variations autour du thème, qu'on appellera une adaptation. Ça m'interroge. Y a-t-il une bonne école? Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs? Est-ce qu'il n'y a pas l'école de chacun? Est-ce que une? Imaginez si on doit tous déterminer là ensemble ce qu'est une bonne école. C'est pas facile. Je me demande en fait s'il ne s'agit pas pour chacun de non pas circonscrire un modèle, mais de chercher ce qui convient à un moment donné, à un endroit donné. En fait, ce qui est à l'origine même des projets pédagogiques, le diagnostic. Ce diagnostic n'est pas nécessairement le même partout, puisque nous n'avons pas exactement les mêmes populations d'élèves, les mêmes populations de parents, et nous n'avons pas tout simplement les mêmes prédispositions, nous, enseignants et membres du corps professoral. Nous avons la chance d'être un corps extrêmement hétérogène. Faisons de la diversité un atout, c'est-à-dire mettons au pot. Donc pour moi, chaque établissement doit trouver son centre de gravité. Donc je ne répondrai pas par une, mais par chaque. Ça me paraît, disons, peut-être plus prometteur en matière de réflexion, y compris collective, puisque nous pouvons ensuite mutualiser ce que chacun a fait pour mieux comprendre sur quelle base il repose ce qu'il a fait. Ça me paraît, d'un certain point de vue, plus prometteur. Et ça nous permet aussi d'échapper au référent absolu. Je préfère l'idée de référentiel. Construisons-les ensemble. Mais sachons ne pas nous en tenir à quelque chose qui nous retrécirait, de mon point de vue. Voilà, donc je me suis dit, ça y est, ne culpabilisons pas, ne cherchons pas la bonne école. Cherchons l'école qui convient. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais dire là, c'est que de mon point de vue, l'école, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est-à-dire que si nous recherchons là maintenant, si nous nous interrogeons aujourd'hui sur une bonne école, comment faire une bonne école, même si nous trouvons une solution maintenant, même si nous avons des réponses à apporter, elle reste transitoire. Je crois que les enseignants doivent jouer le jeu de leur profession. C'est une science humaine. On ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas de ne pas vous tromper. De mon point de vue, on ne peut pas demander ça à un enseignant. On lui demande de la rigueur, on lui demande des qualités, ça bien entendu, on peut revenir dessus. Mais avec ces qualités, de mon point de vue, on va lui demander avant tout du dynamisme. C'est-à-dire, je ne dirais pas remettre en question en permanence, parce qu'on aurait l'impression d'être sur le divan sans cesse. Je ne vous demande pas d'aller faire une analyse, mais plutôt de vous dire, ben voilà, je suis sans cesse dans un cheminement, pas des ruptures, des cheminements. Nous progressons en fonction de ce qui se présente. Et nous essayons d'adapter l'école, notre établissement, aux besoins et à la mission que nous nous sommes fixés. Voilà, donc ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Une bonne école, c'est celle
qui évolue sans cesse. Elle n'est pas statufiée, elle ne s'arrête pas. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, enfin, négativement, pour l'école maternelle française. La maternelle française s'est brusquement gélifiée, enfin, je ne sais pas comment dire. Elle s'est arrêtée en gros en 1985. Voilà. Alors entre 70 et 85, c'était une école formidable, c'était un vivier de pensée. C'était un bouillonnement. Et ce bouillonnement était toujours en avance. C'est-à-dire qu'il avait 10 ans d'avance. En 85, il collait à la réalité. En 90, il avait 5 ans d'âge. Et maintenant, il a 25 ans d'âge. La maternelle française fonctionne sur elle-même. Elle se reproduit en boucle. Elle se cherche une voie. Alors c'est vrai qu'on lui a coupé les ailes. Mais enfin, en l'occurrence, elle ne veut plus voler. Et voler, pour moi, c'est aller de l'avant. Être sans cesse en recherche. Alors bonne, meilleure, enfin pour moi bonne c'est un jugement de valeur, donc déjà ça pose un problème, ça voudrait dire que c'est un point de vue. Une bonne école c'est du point de vue de quelqu'un, c'est le point de vue de qui? Le nôtre, celui des parents, celui des enseignants, celui des élèves, celui de l'institution, où est-il ce bon en termes de jugement de valeur? Alors on peut avoir des valeurs, bien sûr, mais bonne, alors j'aimais quelqu'un qui a dit meilleure, oui, une cuisine meilleure, un enseignement meilleur, une école meilleure, ça on peut tendre vers ça et ça me paraît bien suffisant. Donc moi je n'ai pas envie de délimiter les contours de la bonne école. Voilà. Par contre, voici quelques-uns des éléments qui me semblent être constitutifs d'un allant dans le bon sens. Alors, dans un premier temps, pour moi, une bonne école, elle est déjà un lieu de pensée qui va promouvoir le développement dans le respect de l'individu qui lui est confié. Je pense que ça, on peut le partager. Deuxièmement, un lieu d'encadrement de l'apprentissage qui offre et qui garantit un espace de liberté. Les élèves doivent se sentir parfaitement libres de s'exprimer dans une classe, dans une école. C'est un lieu d'expression et c'est un lieu d'échange. C'est pour ça que la version e-learning ne me plaît pas. Ce doit être un lieu où on apprend à échanger. Ça n'est pas donné. Je ne crois pas que c'est donné. Il faut donner les outils pour apprendre à échanger. Et je reviendrai un peu sur les questions de la langue. C'est nécessairement un lieu d'épanouissement personnel, me semble-t-il. On donne les moyens et les outils qui permettent d'exprimer de manière autonome une pensée personnelle, une pensée choisie, une pensée argumentée, une pensée libre, une pensée sereine et une pensée respectée. Je crois que les individus doivent se sentir dans cette position-là. Ils doivent apprendre ça. Ça n'est pas donné non plus, de mon point de vue, notamment une pensée sereine. Enfin, c'est un lieu de culture et de connaissance qu'il faudra partager. Et pour le coup, j'entendais tout à l'heure quelque chose avec quoi je suis fondamentalement d'accord. L'école est nécessairement un lieu de rigueur. Nous devons apporter quelque chose aux élèves. Ils ne passent pas simplement là pour passer du temps. Il y a un contrat didactique en quelque sorte. Nous leur devons quelque chose parce que nous sommes représentants de l'institution. Je passe sur le terme d'école parce que j'ai commencé à chercher un petit peu. Je me suis dit qu'on n'était pas sorti de l'auberge. Si je vous montre pourquoi. L'école, évidemment, ce sont des fondamentaux, des missions que nous assignons à un groupe d'individus qui se prend en charge les enfants en formation. Alors j'ai pris par curiosité 2 lois françaises, celles que j'avais sous la main, avec, vous savez, l'exergue, la loi. Quand on a une loi, chez nous, on met l'exergue. Il y a la phrase qui donne le sens. Alors la phrase qui donne le sens, je vous en cite 2, peut-être une troisième. Jules Ferry. Jules Ferry, alors ça ne date pas d'hier, mais bon, c'est pour ceux qui justement veulent aller vers l'enseignement préhistorique. Une école utile qui prépare l'avenir professionnel et qui édifie l'homme. C'était ça sa phrase. Sincèrement, c'était préhistorique, mais c'est encore d'actualité. Une école qui prépare l'avenir professionnel, qui édifie l'homme, c'est pas mal. J'ai pris celle de Jean-Pierre Chevènement, un siècle plus tard. La promotion de tous par l'élitisme républicain. Un jour où j'étais facétieux, j'ai donné cette phrase à mes étudiants qui sont en formation, alors l'équivalent, ils n'étaient pas encore en master, les pauvres malheureux étaient en licence. Je ne vous dis pas les dégâts que ça fait. C'est épouvantable cette phrase. Mais je pense que d'une certaine façon, Dubé a dû répondre à cela la dernière fois. Et puis, vous avez Lionel Jospin qui avait dit l'élève au centre du système éducatif. Ce sont 3 conceptions de l'école qui ne sont pas les mêmes du tout. Et alors, il y en a 2 à 1 siècle d'intervalle, d'accord, mais les autres, elles sont à 5 ans d'intervalle. Un Chevènement Jospin, c'est 5 ans d'intervalle. Donc tout de même, ça pose des tas de questions. Qu'est-ce qui est au centre de l'école? Quels sont les besoins de la société? Après tout, l'enseignement en Allemagne était le résultat, à une certaine époque, d'une réflexion sur ce dont on avait besoin.
De qui aurons-nous besoin? À quoi devons-nous former les jeunes? Bon, après ça, on a un système éducatif qui se constitue. Et donc, on voit ensuite les résultats. On peut les évaluer, certes, c'est clair. Mais enfin, bon, ça pose ce genre de questions. Où est la place de l'apprenant, la place du savoir? C'est énorme. Je pose parfois aussi cette question à mes étudiants qui ont passé le concours. Car chez nous, ils ont été reçus. Ils sont lauréats. Lauréats dans des disciplines du secondaire. Et je leur pose cette question toute simple, qui généralement les met en plein émoi. Pouvez-vous, en 3 mots, me décrire les caractéristiques principales d'un élève idéal, d'un enseignant idéal, et par définition, de leur rencontre, la leçon idéale? Vous ne pouvez pas savoir à quel point on constate que des entités qui forment un corps professoral sont extrêmement éloignées. Personne ne se voit de la même façon, l'enseignant idéal, ne voit son public de la même façon, et bien entendu le produit de notre travail, la leçon. Donc tout ça, ça convoque les questions sur l'école. Je me suis dit que je ne m'en sortirais pas. Donc, je vous propose ceci. J'ai constaté qu'Alain Bentolila avait prévu une réponse beaucoup plus recentrée. La question de la langue, de la réussite scolaire et de la relation. Et je me suis dit, c'est effectivement comme ça qu'on peut s'en sortir. Allons vers quelque chose de précis et quelque chose de concret. Je vous propose donc 2 pistes de réflexion maintenant. La première, c'est une école qui s'inscrit dans son temps et dans son espace. Bref, une école qui répond aux attentes, une école qui rassure. Alors, comment peut-on entrer dans cette dimension-là? C'est tout simple, il s'agit d'être en adéquation avec son temps, c'est-à-dire, dans un premier temps, on s'adresse à un enfant moderne. Donc, l'enfant moderne, où est-il? Est-il dans ça? Alors, vous en avez certainement beaucoup mieux parlé que moi ce matin. Enfin, est-il dans sa famille? Est-il à côté? Dans laquelle? Où s'inscrit-il? Est-il dans l'école? Une école moderne est-elle une école sanctuaire? Je l'ai entendu beaucoup, ça. Vous savez, l'école protège, c'est le dernier bastion avant la barbarie. Heureusement que nous sommes là. Le nombre de policiers diminue, le nombre d'enseignants devrait augmenter. Mais ça n'est pas le cas chez nous. Nous sommes le dernier rempart avant la barbarie, mais moi ça me laisse perplexe parce que je me dis, mais alors, ce jeune qui arrive à l'école, il arrive dans un lieu tout clos, tout fermé, il se dit, ça y est, je suis protégé derrière les barreaux. Ben non, il y a quand même quelqu'un qui est rentré avec un couteau et qui a assassiné son prof sous ses yeux. Où il est le sanctuaire? Par contre, le même élève qui apprend à l'école et qui n'a pas forcément toutes les dispositions, ces élèves qui, malgré toute notre bonne volonté, récalcitrent, ils résistent. Bon, il y en a. Nous les rencontrons tous les jours, et à tous les niveaux. Ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent à l'école, souvent ont l'impression d'entrer dans un lieu effectivement très privilégié, mais pour le coup, rien de ce qui est à l'école ne ressort. Pour beaucoup, ce qui se passe à l'école se passe dans un univers quasi clos, quasi fermé, qui ne ressort pas dans la réalité. En d'autres termes, moi je me souviens d'une époque où on disait qu'il faut faire rentrer les livres à l'école. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de bibliothèque, etc. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment faire sortir les livres de l'école. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la bibliothèque, les élèves les ont lus. S'ils n'aiment pas la lecture, ils transfèrent ça à l'extérieur en disant, de toute façon, j'aime pas. Parce que c'est du scolaire. Et je crois qu'il en va de beaucoup de connaissances qui sont considérées par les élèves comme du scolaire, devant rester dans la sphère scolaire, et parce qu'ils n'aiment pas le scolaire, ça passe à la trappe avec. Donc le bébé avec l'eau du bain. Donc mon interrogation, c'est comment arriver à faire en sorte que l'école soit définitivement ancrée dans sa réalité, ouverte sur le monde. Ouverte à ses partenaires, ça va de soi, parce que si l'élève rejette sa famille, s'il rejette l'école, où il est? Moi, je les rencontre, ces jeunes-là, ils sont dans la rue. Ils se rassemblent entre eux, en petits groupes, constituent un langage que j'appelle cryptique, c'est-à-dire accessible à personne. Sauf que ce langage cryptique est tellement bien partagé qu'en bout de course, il est dans la connivence absolue. En d'autres termes, on n'a plus besoin de la langue. Voilà des jeunes qui ne savent plus utiliser la langue pour ce à quoi elle sert, c'est-à-dire parler avec quelqu'un que je ne connais pas de quelque chose que nous ne partageons pas. Eh bien, ils ne savent pas le faire. Ils ne peuvent plus parler que dans un groupe extrêmement restreint qui n'est ni tout à fait l'école, ni tout à fait la famille. Un ailleurs. Alors moi, je dis qu'il faudrait essayer de faire en sorte que la passerelle existe avec certitude, que non seulement nous la favorisons, mais que par ailleurs nous la montrons. Je crois que parfois nous sommes trop pudiques. Il faut dire, voilà, nous sommes ouverts au monde. Et on le montre, et on te le fait savoir. Et le monde, il rentre et il sort. Il y a une relation avec les partenaires extérieurs. Donc voilà, bon, ça me paraît être un moyen d'être ancré dans son temps. Ça me paraît important. Et puis ça rassure. Deuxième chose, le fait de lier
autant que faire se peut, l'école et le monde, c'est peut-être arriver à redonner à chaque compartiment de la connaissance son aspect du tout. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui étaient en difficulté et qui, en gros, n'arrivent plus à concevoir que le savoir, le monde, ne soit pas découpé en tranches. Tout est découpé. Il y a les mathématiques, il y a le français. J'ai une anecdote. Il y a de ça à peu près 2 ans, j'étais dans une classe qui était en train de faire des sciences. Et c'était plein de fautes d'orthographe. L'élève avait pris des notes, c'était fourbi de fautes d'orthographe. Alors je lui dis, bah tiens, de quoi tu as travaillé? Alors il reprend ses propres notes, il les regarde, alors il avait un mal fou à déchiffrer ce qu'il avait écrit. Il dit, oh là là, je comprends pas. Et je lui dis, c'est toi qui l'as écrit. Ah, il me dit, mais c'est trop mal écrit. Alors, il y avait effectivement des mots, il y avait tellement de fautes d'orthographe, alors je lui dis, mais tu sais, c'est peut-être parce que là, ça s'écrit tout à fait autrement, parce qu'il essayait de redéchiffrer sa propre écriture. Mais il y avait tellement de fautes qu'il avait beau essayer d'appliquer les règles habituelles du décodage, ça marchait pas. Donc je lui dis, peut-être qu'il faudrait le lire comme ça. Il me dit, ah oui. Alors je lui dis, bah, c'est quand même farci de fautes d'orthographe, c'est embêtant. Et il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, et alors, on n'est pas en français? Mais je lui dis, mais le français, mais attends, la langue, je lui dis, les fautes d'orthographe, je lui dis, c'est partout. Il m'a regardé comme si je venais de dire une chose affreuse. Il a dû décider que j'étais vraiment insupportable. Et donc, il s'est fermé comme une huître. Voilà. Le français, surtout pas ailleurs qu'en français. Les mathématiques, surtout pas ailleurs qu'en mathématiques. Les sciences, jamais, sauf en sciences. C'est extrêmement dommage. Comment voulez-vous que des jeunes qui sont déjà en difficulté pour interpréter le monde, on leur donne non plus un tout, mais que des petites mosaïques? Donc comment pourrions-nous ensemble arriver à faire en sorte que précisément tout cela prenne du sens, et en particulier en secondaire? Les enseignants du primaire essaient de maintenir, ce que j'appelle le primaire chez moi, le fondamental en d'autres termes, mais ils essaient, disons, de maintenir une forme d'équilibre, donner du sens à tout. On fait un petit peu d'histoire, mais on fait un petit peu de français en histoire. Bon, on sent bien qu'il y a une tentative, mais très vite, dès qu'on monte dans les classes et dans les niveaux, tout ça se fractionne, se compartimente, se spécialise, et au point que certains jeunes ne voient plus la réalité dans sa totalité. Et je ne crois pas que l'école aide dans ce sens-là. Elle doit donc être précautionneuse. Voilà. Mais je crois que ça mérite d'être débattu en groupe, en équipe. Alors, deuxième axe qui me paraît intéressant, ce serait une école qui se projette dans l'avenir. De mon point de vue, la bonne école, c'est nécessairement celle que nous ferons demain. C'est-à-dire qu'elle prépare à demain. Chaque fois qu'un système éducatif a fonctionné, c'est parce qu'il s'était projeté dans l'avenir. Si nous essayons de faire l'école du moment, je pense que nous passons un peu à côté. Parce qu'en fait, nous formons les adultes de demain, pas ceux de maintenant. Donc, la difficulté pour nous, me semble-t-il, c'est d'arriver à se projeter en permanence dans cet avenir. Donc, elle va donner de l'espoir, puisqu'elle va vers l'avenir, et elle donne un projet, une direction. Alors moi, j'en vois 2, parce qu'évidemment, c'est mon dada, alors pardonnez-moi, là, pour le coup, je fais partie des indécis, comme je vous disais au début. D'abord, une bonne maîtrise langagière. Je défends mordicus que la langue est un outil pour réussir à la fois sa scolarité, ce qu'on appelle le destin scolaire chez Bentolila, mais qu'on ne peut pas faire l'économie de la langue, et je vais essayer de vous dire un petit peu dans quelles circonstances. D'abord, je suis convaincu que, et nous avons fait des tests là-dessus, une bonne maîtrise de la langue, c'est un prédicteur de la réussite scolaire. C'est un prédicteur. Ce n'est pas un prédicteur définitif, mais il permet tout de même d'aller, de donner des perspectives, je dirais, aux élèves. Nous savons que ceux qui maîtrisent correctement l'oral apprennent mieux la lecture, apprennent mieux l'écrit, écriront mieux. Nous savons que des élèves qui maîtrisent parfaitement bien l'oral sont parmi ceux qui réussissent le mieux. L'oral, je vais revenir un peu dessus. Pour moi, la langue est au centre de tous les apprentissages. Alors, je vais certainement dire des choses qui vont faire hurler certains collègues, c'est vous qui prendrez la parole. Première chose, et je m'adresse à vous tous qui êtes également dans les enseignements secondaires. Je suis absolument convaincu que la langue s'apprend dans toutes les disciplines et que ça n'est certainement pas fini quand on sort de l'enseignement fondamental. C'est-à-dire qu'au collège, on apprend encore à lire et il n'y a personne qui apprenne mieux à lire les mathématiques qu'un professeur de mathématiques. Et je ne crois pas qu'on doit repousser systématiquement l'apprentissage de la langue vers le seul collègue de français ou de langue maternelle. Je crois que c'est une erreur. La langue est exploitée différemment selon les disciplines. Alors, ce n'est pas aux professeurs de sciences que je vais apprendre qu'on utilise énormément le passif dès le départ dans l'enseignement des sciences. C'est la discipline dans laquelle on l'utilise le plus, la forme passive. Et c'est sûr que si je ne la maîtrise pas, je ne comprends plus dans quel ordre se passent les choses.
Et ça me donne du souci. Et ce n'est pas forcément le rôle du professeur de français de pouvoir le démontrer. Je crois que le professeur de sciences en a tous les outils. De la même façon, en scientifique, en mathématiques en particulier, des mais, des or, des car n'ont pas les mêmes valeurs qu'en littéraire, et il est bon de montrer que ces valeurs changent, et seul le professeur de la discipline peut le faire. Je vous renvoie également aux disciplines de philosophie. On apprend très tardivement à lire et à écrire la philosophie, et je connais plus d'un qui a fort bien réussi ses études de lettres et qui était un mauvais philosophe. Pas parce qu'il ne savait pas philosopher, tout le monde philosophe en se rasant, y compris les dames qui s'épilent. Donc tout le monde philosophe plus ou moins à un moment ou à un autre, mais avons-nous les outils pour philosopher correctement? Savons-nous que la lecture des philosophes ne se fait pas de la même façon que la lecture d'un roman policier ou même d'un roman historique? En d'autres termes, voilà, on apprend très tardivement à lire. Ça n'est pas jamais une compétence aboutie. Je vous renvoie à vous qui lisez vos notices d'appareils électroniques compliqués, qui achetez des appareils avec plein de boutons partout, parce que plus il y a des boutons, plus ça doit être sérieux, mais en fait on en utilise un ou deux. Qui parmi nous maîtrise parfaitement la science des index, de l'indexation? Très mal. Sinon, pourquoi est-ce que la plupart des francophones seraient considérés comme des gens qui, lorsqu'ils vont sur Internet... Ah, ça c'est encore une minute d'anecdote. Il y a quelque temps de cela, un journaliste a publié un article dans lequel il disait les Français, alors pardonnez-moi les Français, mais enfin bon, je ne fais pas d'extension, les Français de l'autre côté de la frontière, avait fait des progrès considérables en informatique, et d'ailleurs il passait de plus en plus de temps sur Internet et il consultait de plus en plus de pages, par rapport notamment aux Estoniens, qui semblent être une référence en la matière. Je confirme, les Estoniens sont très bien équipés. Donc voilà, et le journaliste terminait en disant l'ère de la technologie moderne est ouverte aux Français. Je crois que ce journaliste n'était pas allé au fond des choses, parce que nous avons étudié un peu plus précisément ce qui se passe. Le Français moyen qui va sur Internet commence par taper des mots-clés qui ne correspondent pas du tout, ou pas précisément en tout cas, à l'objet de sa demande. En d'autres termes, il clique 100 fois pour trouver enfin l'information qu'il cherche. Et s'il reste 3 heures sur Internet alors qu'un Estonien reste 3 minutes, c'est parce qu'il a passé 2h57 à chercher la bonne solution. Au bout du compte, il n'a pas véritablement finalement réservé la voiture de son choix chez le loueur de son choix, il va changer de train, il va aller ailleurs. C'est parce que nous manquons tout simplement d'un apprentissage spécifique à ce type de lecture. On ne lit pas sur écran comme on lit dans un annuaire. Ça n'est pas vrai, ça je vous le confirme. Donc lire dans toutes les disciplines, je crois qu'il faudrait que nous partagions cela. Et que nos collègues qui ont des élèves en franche difficulté avec la langue française notamment, et qui sont dans des disciplines diverses, se disent que c'est aussi leur affaire. Voilà. Aussi leur affaire, et pas seulement celle de ceux qui les ont précédés et du prof de français. Je dirais volontiers également que pour moi, parler de la langue, c'est donner toute l'autonomie et toute la polyvalence. On doit pouvoir être parfaitement autonome avec la langue, sans avoir besoin de faire appel à un autre. Ceci nous garantit en quelque sorte notre autonomie de pensée. Ne pas être obligé de faire appel à un autre pour lire à sa place, c'est extrêmement important. Ça permet à chacun de retourner au texte d'origine, à se l'approprier et à le faire sien, et non pas la voix de l'autre. Car si la voix de l'autre compte, se faire sa propre opinion est extrêmement important. Pour moi, c'est ça une véritable autonomie. Et la langue permet de le faire. Quelqu'un qui maîtrise très très mal la langue écrite et qui lit mal est quelqu'un qui se restreint. Il passera par la lecture des autres. En d'autres termes, il est tout prêt à partir dans la mauvaise direction. La polyvalence. Nous sommes sans cesse sollicités par de nouveaux types de textes. Nous ne savons absolument pas ce que seront les textes de demain, même si certains copient maladroitement les textes d'hier. Je pense à l'e-book, vous savez, où on peut lire, ou faire semblant de lire sur une tablette informatique comme si on lisait dans un vieux manuscrit. C'est une illusion, ça ne durera pas. C'est une période intermédiaire de la lecture, de mon point de vue. Par contre, il faut former les jeunes à savoir aller vers tous les types de textes, à en repérer différentes caractéristiques, par exemple. Se dire tout de suite, tiens, ça ressemble à. C'est plutôt un roman, c'est plutôt une narration, disons, c'est plutôt un texte descriptif. Moi, je vois bien des jeunes qui s'arrêtent parfois en plein texte. En plein milieu d'un roman, ils s'arrêtent parce qu'il y a une description. Et tout d'un coup, ils sont un peu perdus avec cette description, ça leur paraît ennuyeux. On a un peu l'impression que parce qu'ils sont en train de lire une description, ils ont le sentiment que leur imagination est bridée, je ne sais pas. Au contraire, c'est l'occasion d'entrer dans l'univers d'un autre.
C'est là que je peux me représenter quelque chose qui m'échappe. Donc il ne faut surtout pas faire l'économie des descriptions. Je vois des gens qui tournent les pages. Hop, oh ça décrit Tartarin de Tarascon. Il y a plein de descriptions dedans. Hop, sauf que vous perdez la description du port de Marseille. C'est dommage. Surtout quand on veut lire Tartarin. Autre point qui me paraît vraiment très important, c'est de rappeler l'extrême urgence de donner toute sa valeur à la pédagogie de l'oral autant que de l'écrit. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que nous sommes encore attachés à une pédagogie de l'écrit, mais je vais vous poser cette question. Dans vos enseignements ou dans votre pratique professionnelle, quand faites-vous écrire? Si je prends un enseignant, souvent, pas toujours, mais souvent, l'écrit se réduit en quelque sorte au moment où on prend des notes. Disons au début de la leçon, ça peut être au moment où on va faire une petite évaluation, quelque chose. Ça passe toujours par l'écrit, de l'importance de l'écrit. On est évalué par l'écrit. Et puis ensuite, on va faire, je sais pas, un petit résumé, quelque chose de ce genre, éventuellement une prise de notes en cours de route. Mais est-ce que l'écrit, le fait d'écrire, de laisser une trace, participe du moment de l'apprentissage? C'est-à-dire on utilise l'écrit au quotidien, on le banalise comme un élément de notre réflexion, de trace de notre réflexion. Je crois que ça se perd. Je crois que ça se perd ou ça ne se fait pas assez. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas suffisamment l'écrit dans le corps du moment de l'apprentissage. De la même façon, je ne sais pas, et chacun d'entre vous pourrait dire ce qu'il en pense, mais d'une pédagogie de l'oral, j'ai l'impression qu'elle reste à inventer. Nous utilisons, quand je demande à des enseignants, est-ce qu'il y a de l'oral dans la classe? Réponse évidente, bien sûr, puisqu'on parle. Nous ne restons pas dans un grand silence. Donc, oui, mais qui prend la parole et pour dire quoi? Est-ce que nous apprenons aux jeunes à parler? Parler, c'est argumenter, c'est aller au fond de sa pensée, c'est pouvoir avec rigueur dire exactement ce que je pense, au plus près en tout cas. C'est ce qu'on dit, dire au plus près. Est-ce que nous apprenons aux jeunes à dire au plus près? Est-ce que nous ne nous contentons pas parfois d'une réponse d'à peu près? Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'enseignement par l'à peu près. Donc, une bonne école, c'est peut-être une école qui ne va pas vers l'à peu près. Il faut de la rigueur. Quand quelque chose n'est pas suffisamment précis, il faut dire précis encore. De l'importance du vocabulaire, quelque chose que nous défendons fort, quelque chose qui mériterait 1 heure, 2 heures, 3 heures de discussion, pédagogie du vocabulaire, l'enrichissement du vocabulaire, c'est essentiel. On sait que les éléments, une grande partie de la compréhension passe par le vocabulaire. La syntaxe, bien entendu, les inférences, toutes ces choses, tous les processus intellectuels, bien sûr, mais il s'appuie sur quelque chose. Avec l'absence du vocabulaire, on a l'absence d'une compréhension au plus près. Donc il y a vraiment tout un travail à faire sur le développement du vocabulaire, en sachant que les enseignants du secondaire auront bien du mal. Je n'aimerais pas être à votre place. D'un mot, quelques collègues bien pensants, je suis dans les temps, je m'avance, quelques collègues ont montré que la mémoire, vous savez, c'est un petit peu comme l'élastique, plus on la détend, mieux elle se porte, donc il faut l'entretenir, la développer, etc. D'accord, c'est comme les muscles. Mais il y a quand même un moment où elle se sature. C'est une capacité, on parle de capacité mémorielle, ce n'est pas une compétence, c'est une capacité, elle est comme tous les moteurs, elle a une limite. Bon. Elle a une limite qu'on n'exploite pas chez les plus jeunes et qu'on surexploite par la suite. Je vous donne donc ce petit détail-là. Grosso modo, le nombre de mots associés à un concept nouveau qui apparaissent dans des classes de début de collège, pour l'équivalent chez nous de 6e, 5e, 4e, on sait que ça va atteindre un certain nombre. Sauf que ce nombre est supérieur à la capacité d'intégration des jeunes durant l'année, qui est d'environ 2500 concepts, 2500 mots représentant un concept. Or, des collègues se sont amusés, si on peut dire, à recenser l'ensemble des nouveautés, année après année, qu'on voit apparaître dans les manuels, qui relèvent donc de mots, on va dire, de la spécialité, qu'il faut adopter pour pouvoir persévérer dans la spécialité. Eh bien, c'est supérieur, si vous mettez tout ensemble, c'est supérieur à la capacité des individus. En d'autres termes, nous partons perdants. Vous partez perdants. Ça veut dire que s'il n'y a pas une très forte motivation pour la discipline, si vous n'avez pas une manière de vraiment focaliser l'attention des élèves, si vous n'arrivez pas à faire maintenir par des stratégies de répétition, où nous courons après le temps, après les programmes, on ne répète pas. Or, un des moyens de retenir, c'est bien de répéter. La pédagogie de la répétition n'est pas une pédagogie ingrate. Enfin, elle est ingrate, mais elle est méritante, elle est nécessaire. Avons-nous le temps de répéter?
Avons-nous le temps de nous assurer que les concepts sont maintenus? Combien de jeunes avez-vous qui vous diront, mais en toute bonne foi, à l'année N+1, ah non, l'année dernière, on n'a pas appris ça. C'est vous qui l'avez fait. Vous êtes parfaitement au courant que vous l'aviez abordé. L'élève est-il de mauvaise foi? Je ne crois pas. Un certain nombre, non. Simplement, ils l'ont purement et simplement zappé. Pas mémorisé, perdu, évaporé. Il faut recommencer. Beau métier que le nôtre qui consiste à répéter sans cesse ce que nous savons mais qu'eux ne savent pas encore. Je parlerai d'un mot de ce qui me semble être aussi également important, c'est les écrits en réception et en production. Lire, écrire sans cesse. Montrer que l'on lit aux élèves. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de montrer aux élèves que vous lisez? Alors vous êtes des modèles. Si ce n'est pas vous qui le montrez, ce pourrait être les parents. Mais tous les parents ne lisent pas beaucoup. Ils ne lisent pas la même chose. Pour certains, la lecture est purement opérationnelle, en quelque sorte. On lit les courses. Est-ce que ça suffit pour donner l'envie de lire? Est-ce que ça suffit pour motiver? Est-ce que les enseignants se montrent lecteurs d'autre chose que du manuel qu'il va falloir apprendre par cœur ensuite? C'est une question que je posais à des enseignants et qui étaient restés comme ça un peu dubitatifs en me disant « Mais enfin, je ne peux quand même pas lire le journal pendant les cours. » Oui, mais bon, il n'y a-t-il pas des occasions, des moments en tout cas où on pourrait se montrer lisant? Ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Bref, il faut donner du sens à l'apprentissage de la langue et ne rien lâcher sur cet apprentissage. Ne rien lâcher. Rigoureux. Quand un élève s'explique mal, on lui demande d'expliquer, d'approfondir. On ne lâche pas prise. Les parents lâcheront peut-être prise, pas vous. Les parents finiront par dire « bon d'accord ». Les parents sont bienveillants. Ils veulent comprendre leur enfant. D'abord, ils veulent leur montrer qu'ils l'aiment. Donc, ils essaient de comprendre. Vous devez l'aimer certes, être bienveillant sans doute, mais vous devez être plus rigoureux encore. Attention, moi qui suis extérieur, je te dis, je ne te comprends pas. Explique un peu mieux, s'il te plaît. Quel mot pour le dire? Quelle formule? À quoi fais-tu référence? Partageons, mais je dois comprendre. Il est impératif que la communication soit partagée. C'est ça l'intercompréhension. Voilà, donc ça me paraît vraiment très important, ça donne du sens en quelque sorte. Je termine avec un dernier petit point qui me paraît intéressant également, c'est le développement de stratégies. Apprendre la langue me semble être nécessaire. Mais est-ce que nous apprenons suffisamment aux élèves à avoir des stratégies, à développer des méthodes? On dit souvent que les jeunes, moi j'ai des jeunes qui sont, on va dire déjà aboutis, puisqu'ils arrivent à l'université, et je me fais toujours la réflexion, ils manquent de méthode. Je crois qu'il faut, alors vous savez cette fameuse formule qui disait apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à avoir des stratégies pour découvrir. Des stratégies, par exemple des résolutions de problèmes. Il y a des oppositions comme ça, parfois on dit il faut développer les connaissances et puis les stratégies viendront. Je ne crois pas. En langue, en tout cas, je suis sûr que non. Nous avons, nous, travaillé beaucoup avec des jeunes en très grande difficulté, un dispositif que nous avons mis en place en France et qui fonctionne auprès de 50 000 élèves tout de même, qui s'appelle le ROL, Réseau d'observatoires locaux de la lecture. Et l'un des aspects fondamentaux de ce dispositif, après avoir évalué les difficultés des élèves, c'est d'essayer de développer avec eux des stratégies de lecture. On est bon lecteur quand on a des stratégies de lecture. Eh bien, ça passe par des activités de classe qui permettent d'échanger autour d'un texte qui a été lu, qui est court et qui présente une difficulté connue par l'enseignant et qu'il a donc volontairement mis à la disposition des élèves. On progresse par petits pas. Donc, je suis pour le développement des stratégies, pas seulement la connaissance. La connaissance est nécessaire, mais il me semble que ces stratégies sont nécessaires également. Et puis, pour finir, je crois qu'il est important qu'un élève comprenne pourquoi il apprend. Il me semble qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'école, je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'école, ils viennent pour apprendre, mais moi je pense à celui qui m'avait dit je viens pour montrer ce que je ne sais pas. Alors lui il n'avait pas compris l'objectif que nous nous assignons, il me semble, et que nous partageons. Je crois qu'il faut donner du sens dans chaque discipline, à chaque moment. Voilà à quoi ça sert. Et je ne sais pas si nous y pensons tout le temps. Peut-être parfois non. Et je crois que ça manque. Voilà. Alors pour conclure, pour être dans les temps et conclure, je prends une image. Une petite image. Alors je l'ai créée dans le train tout à l'heure, pardonnez-moi si elle ne vous parle pas trop. Moi elle m'a paru formidable.
tandis que je passais là devant un champ où il y avait des arbres. Je vois deux façons de regarder l'école à travers cette image. Je peux regarder une pomme, c'était un pommier, je peux regarder une pomme et en faire une leçon de choses. Je l'observe, elle est verte, elle est rouge, elle est sucrée, elle est acide, je peux même aller jusqu'à poser une hypothèse, est-elle mangeable? Et puis il y a une seconde façon de regarder la pomme, c'est de la regarder comme un futur pommier. Je me dis que l'école devrait regarder la pomme comme un futur pommier. Voilà, bon, c'était mon vagabondage poétique et champêtre. Alors, bref, l'école, pour moi, elle permet d'interroger, de se projeter. Elle donne des moyens pour regarder le monde, s'y inscrire sereinement et pleinement. Elle doit permettre de s'exprimer, de se renouveler, de partager, de défendre au plus près ses idées. Voilà pour moi des objectifs pour l'école. Elle offre une perspective vers un horizon, vers un futur et vers un avenir. Pour moi, l'école, elle est forcément de demain. Pas d'aujourd'hui, pas d'hier, elle est forcément de demain. Elle doit être bienveillante. Elle doit être rigoureuse. Strictement rigoureuse. C'est un lieu d'échange. Elle n'est pas statique. Elle réclame de l'imagination. Elle réclame des perspectives. Pour répondre en gros à votre question, je dirais donc que nous ne devons pas manquer d'imagination, même si nous nous trompons. C'est une science humaine. Une équipe organisée, pédagogique, me semble être un point positif pour aller vers l'école de demain. C'est des enseignants qui se rejoignent avec enthousiasme, pas forcément parce qu'ils fusionnent et qu'ils s'aiment. Ça ne me semble pas être une nécessité absolue, simplement nous avons les mêmes objectifs. Voilà mon idée. Nous devons nous renouveler. Bref, j'en arrive à ça pour vous dire que nous avons de la chance parce que nous participons tous à un métier vraiment formidable. C'est un métier toujours tout neuf. Merci. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié votre approche de linguiste, mais il y a toujours un mais évidemment. Le problème, c'est justement pour ces élèves qui n'arrivent jamais à lire ou à bien maîtriser la langue française, ils sont quand même dans nos écoles et il faut quand même trouver des solutions pour ces enfants. Cherchons. Merci. Je vais poser une toute petite pierre, je vais poser un caillou à l'édifice. Il nous a semblé que pour aider les élèves qui étaient les plus en difficulté, la première difficulté qui est la nôtre pour le coup, c'est d'identifier au plus près leurs besoins. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'ils parlent mal le français ou qu'ils savent mal lire, on n'est pas beaucoup plus avancé. Somme toute. Il sait mal lire, et alors? Donc il me semble que déjà, la première question, c'est de trouver les bons outils diagnostiques pour évaluer au plus près les vrais besoins de chacun d'entre eux, parce qu'ils savent tous mal lire, mais pourquoi? Or, les causes, en somme, les origines de ces différences, de ces difficultés, peuvent être très diverses. Ce peuvent être des difficultés qui relèvent des premiers apprentissages. En gros, l'automatisation ne fonctionne pas, ils ne savent pas bien déchiffrer. C'est ce qu'à l'ULB, on appelle l'identification des mots. Et elle peut être défaillante très tardivement. Si elle est défaillante très tardivement, il faudra d'une manière ou d'une autre apporter les outils techniques. C'est de la technique, c'est de la mécanique en fait, l'identification des mots. On ne pourra pas en faire l'économie même si la personne est plus âgée, si le jeune est plus âgé et qu'il a le sentiment soit d'avoir déjà appris et de ne pas avoir envie de recommencer, soit de n'avoir pas vraiment appris et de ne pas avoir envie de le faire. Donc ça c'est un premier type de réponse, c'est le diagnostic. Est-ce un problème d'identification des mots? Nous nous apercevons parfois que des jeunes sauraient annonner, somme toute, ils arriveraient à peu près à dire les mots qui sont sur la feuille, mais au bout du compte, ils ne comprennent rien du tout à ce qu'ils sont en train de lire. Et ceci n'est plus un problème d'identification des mots, probablement. Soit c'est un problème dit d'automatisation et de fixation orthographique, c'est-à-dire que le jeune en question, il fait tellement d'efforts pour arriver à déchiffrer très très lentement et laborieusement qu'il n'a plus du tout la moindre once d'énergie à donner à la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprendrait pas, et vous pourrez fort bien le vérifier très facilement pour le coup, non plus en lui demandant de lire le texte, mais en le lisant vous-même et en lui posant des questions sur ce texte. Vous n'aurez pas manifesté les mêmes difficultés, je n'en doute pas une seconde, et de ce fait, vous aurez lu beaucoup plus vite. Comme vous aurez lu beaucoup plus vite, ces mécanismes qui consistent petit à petit à faire
des synthèses successives des informations pour en tirer l'essentiel, il saura le faire. Vous pourrez vous dire, cet élève, en fait, ne lit pas bien, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas lire, c'est parce qu'il lit trop lentement. Donc il peut y avoir le seuil de rapidité qui est susceptible de jouer. Et puis enfin, vous avez des élèves qui tout simplement n'ont pas les outils de la compréhension. C'est-à-dire que, même si ça nous surprend, comprendre, ça s'apprend. Comprendre de l'écrit lu, ça s'apprend, ça n'est pas donné. Ça n'est pas parce que je sais déchiffrer que je sais comprendre, même si j'applique par ailleurs les règles habituelles de la compréhension. Je vais dans la rue, je fais attention de ne pas me faire écraser. Je comprends bien que si une voiture arrive, je risque d'être écrasé. Oui, mais en le lisant, ça ne marche plus parce qu'il y a des mécanismes, des procédures, en fait, qui relèvent de la syntaxe, qui relèvent de la structure des textes, et qui font que, pour le coup, si je ne les maîtrise pas, je suis en panne. Alors comment faire? La stratégie, la première, c'est de délimiter les besoins de chacun et d'essayer de créer, sinon des groupes de besoins homogènes, en tout cas des groupes de besoins hétérogènes. C'est-à-dire que globalement, ils ont besoin de la même chose, même si ce n'est pas de la même façon. Et puis de constituer des petits groupes de travail. Je sais, pédagogiquement, c'est toujours très compliqué. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'échappe pas à cette réalité. Il faut faire travailler petit à petit sur des compétences spécifiques de la lecture, des habiletés. Alors, inférer, par exemple, inférer n'est pas donné du tout. Ça nécessite de mettre en relation, par exemple, parce qu'il y a tout un tas d'inférences différentes, mais on pourrait imaginer qu'il s'agit de mettre en relation deux informations données à différents endroits du texte. Eh bien, pour certains jeunes, parce que ça n'est pas immédiatement successif, alors ça ne va pas ensemble. Par contre, deux informations qui se succèdent dans deux phrases l'une derrière l'autre, même si elles ne parlent pas du tout de la même chose, devraient aller ensemble. Donc ils vont chercher à interpréter à tout prix. En d'autres termes, ils vont se trouver dans un désarroi profond parce qu'en permanence, ils cherchent où est le sens, quoi. Et le résultat est catastrophique. On appelle ça la fuite du sens. C'est-à-dire qu'un jeune qui comprend mal ce qu'il est en train de lire, lit de plus en plus loin sans jamais revenir en arrière parce qu'il pense que la révélation viendra plus tard. Alors qu'un bon lecteur, qui s'aperçoit qu'il patauge un tout petit peu parce que ce jour-là il est fatigué ou bien il lit une discipline qui n'est pas la sienne du tout, je peux vous mettre tous en difficulté, moi-même je peux me mettre en difficulté quand je veux. Je me fatigue énormément, je ne dors pas 24 heures, je commence à ralentir ma lecture, je suis fatigué, je lis mal, je ne comprends plus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous annonnons, nous avons tendance à subvocaliser. On ralentit notre lecture, voire on la reprend, on repart en arrière. Un bon lecteur sait repartir en arrière quand il a un problème. Il relit sa phrase, quoi. Il dit « j'ai rien compris ». Et il relit. Ou alors il ferme son livre en disant « je recommencerai demain, j'en ai ras-le-bol ». Bon, mais en fait il a une stratégie, si vous voulez. Il a des stratégies de compréhension. Un mauvais lecteur n'a pas ces stratégies. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratégie. Je crois que nous avons vraiment à leur apprendre des stratégies de lecture. Quand tu ne comprends pas, tu reviens en arrière. C'est plus long, mais tant pis. Mais simultanément, je t'apprends à aller plus vite. Donc je te fais il y a des activités qu'on peut mener comme ça pour accélérer la lecture. Voilà. Pour moi, ce sont des petits groupes de besoins. On ne peut s'en sortir que comme ça et en partageant la difficulté. C'est-à-dire que pour moi, il me semble qu'un jeune en difficulté se sent beaucoup plus à l'aise pour progresser s'il se rend compte que ceux qui sont avec lui ont la même difficulté. C'est le principe d'un groupe de besoins. En d'autres termes, vous ensemble, je vous donne un petit texte, je sais qu'il va vous poser une difficulté, mais on va le faire ensemble. Et nous allons négocier ensemble le sens de ce petit texte. Donc ça passe par l'oral, ce qui fait qu'ils se sentent plus à l'aise, puisqu'ils ont déjà du mal avec l'écrit. Et donc ils vont négocier le sens qu'ils sont en train de percevoir. Et l'un va dire, mais non, c'est pas ça, mais si, mais non, mais relis, mais enfin, et tel mot. Et les uns et les autres vont s'aider, s'épauler et se rendre compte que finalement le sens, ça se négocie, ça se découvre, et qu'ils ne font jamais que la même activité que les autres, même si c'est un peu plus lentement. Donc je crois qu'il y a une part de travail collectif et une part de travail ciblé, mais il faut trouver l'origine. Et c'est ça qui est difficile. Trouver l'origine de la difficulté. Quelle place envisagez-vous pour les langages médiatiques ? J'entends les textes médiatiques, la lecture des médias, mais aussi la lecture critique des médias, ou plutôt les médias comme outil d'interaction entre l'école et le monde. Comment est-ce que vous envisagez cette question-là ? Je parlais tout à l'heure de polyvalence. Dans la lecture et dans la polyvalence, l'appropriation des différents types de textes, mais aussi des différents genres et de toutes leurs origines. Je crois qu'il ne faut faire l'économie de rien. C'est-à-dire, on ne doit pas faire l'économie. J'entendais une dame qui disait « Ah, Molière, ça peut être très beau », et la tirade d'Aîné, d'ailleurs, qu'il y en a plus qu'un, c'est aussi passionnant. Les textes, qui sont des textes traditionnels, qui permettent de partager quelque chose de déjà préconstruit, qui renvoient finalement à une culture passée, certes, mais une culture tout de même, ne doivent pas être écartés. Pour autant, tous les autres types de textes me semblent aller dans le sens d'un apprentissage et de l'information et du traitement de cette information.
nous savons que travailler sur les médias, la presse, les articles, les différents types d'articles, c'est extrêmement intéressant, en particulier si on amène les jeunes à repérer par eux-mêmes, et avec vous, bien sûr, les caractéristiques de ces écrits, les limites de ces caractéristiques, et même à les reproduire. Donc moi, je serais assez tenté de dire que, quitte à aborder la question de la presse, nous devons aller vers les types de textes, parce qu'il y en a certains qui sont de l'ordre du descriptif, des documentaires, qui peuvent être tout à fait sérieux, certains sont de l'ordre du point de vue, et qu'il est utile pour un futur lecteur du monde, le monde de son monde, hein, pas du journal nécessairement, mais de son monde, parce que lui, il est circonscrit à notre salle, donc c'est pour ça qu'ils ont si peu de lecteurs, mais pour tous les autres journaux, si vous voulez, qui vont décrire le monde d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a toujours la question du point de vue du journaliste ou de l'éditorialiste, et que pour le coup, c'est aussi quelque chose que nous devons aborder avec eux, c'est-à-dire avoir un regard critique sur le point de vue, le partager ou ne pas le partager, en tout cas pouvoir en débattre. Et je crois que ce sont des textes qui doivent faire plus que d'autres l'objet de débats, pour voir comment chacun se l'approprie. Ce pourraient être aussi des textes qui pourraient faire l'objet d'une imitation, car il me semble qu'il est intéressant de les mettre en situation de production de ces textes. C'est-à-dire, j'ai également un point de vue et je vais vous montrer comment je le développerais si j'étais à la place de ce journaliste. Donc pour moi, le média est quelque chose qu'on doit impérativement introduire parce qu'il est de fait dans notre société. Vouloir l'écarter serait une erreur de mon point de vue, mais par contre, il faut le travailler. Ce n'est pas quelque chose qui se donne et qu'on quitte, c'est quelque chose qu'on travaillerait ensemble. Pour moi, c'est idéal sur la question du point de vue. Voilà. D'une autre façon, vous pourriez prendre un texte des Anglais parlant de Jeanne d'Arc et puis un texte français parlant de Jeanne d'Arc, donc en histoire, ça marcherait aussi. Les points de vue sont différents. Il y a ceux qui brûlent et ceux qui sont brûlés, quoi.